in the skies. Legacies, family. Wait, see, look like a plan. Going like I'm a time. Legacies, family. Wait, see, family. Bonjour et bienvenue dans le podcast de Cyclisme Performance Academy. Cette semaine, nous sommes déplacés à Saint-Quentin-en-Yvelines au Vélodrome National. Nous avons rendez-vous avec Emmanuel Brunet. À cette occasion, nous avons pu faire quelques images de ce qui se passe à l'intérieur. Tout d'abord, nous sommes allés du côté mécanique où tout le matériel est entreposé et où les mécaniciens travaillent. À savoir qu'ici, les sportifs ont tout à disposition. Logement, cantine, salle de musculation, espace bien-être, espace de bain, jacuzzi, massage, etc. Tout pour bien performer. Ensuite, nous sommes allés jeter un coup d'œil à ce qui se passe à côté. Un entraînement un peu spécial, mais nous laissons Iris vous expliquer l'objectif. Alors du coup moi je suis sur un poste de sport scientist, donc j'ai des missions d'accompagnement de la performance auprès des équipes de France, principalement sur la piste. Donc je m'occupe de une grosse partie d'analyse de données, conseils sur de l'entraînement, des aspects physio, des athlètes, testing, etc. Est-ce qu'on peut revenir directement sur ce qu'on a vu tout à l'heure ? Ouais, Quel bien était sûr. l'objectif de la séance du coup ? Donc tout à l'heure, on était sur un ergocycle, une LOD Excalibur. C'est un ergo scientifique qui nous permet de faire des tests assez standardisés. Et donc tout à l'heure, on avait 2 sprinters qui réalisaient ce qu'on appelle des tests force-vitesse, dont l'objectif est de tracer en fait la relation force-vitesse, parce qu'on sait que la force qu'on est capable d'appliquer sur les pédales est dépendante de la cadence. Et nous, ce qu'on veut savoir, c'est quand on multiplie force par cadence, quelle est la zone optimale de cadence à laquelle l'athlète produit sa puissance max. Il y a une zone qui est intermédiaire, qui est spécifique à chaque athlète. Donc ça sert à ça. Et puis après, c'est des athlètes dont on sait que les cadences optimales varient peu finalement au cours d'une saison, mais dont on veut évaluer les progrès ou pas, les effets de l'entraînement sur les variables de puissance max, de force max, etc. Ok. Et pour ça, le protocole de test, on va dire, c'était quoi ? Donc le protocole de test, nous avec l'ergo, on fait 3 sprints à des cadences, sur des plages de cadence différentes. L'idée étant de parcourir une plage totale de cadence assez large, grossièrement de 60 à 200 RPM, ce qui nous permet d'avoir des données plutôt ce qu'on appelle typées force, typées vitesse et typées puissance. Voilà, une zone un petit peu intermédiaire. Ok. Et donc après, vous servez ça tout au long de l'année ? Ouais, on suit ces variables-là tout au long de l'année, tout au long de la carrière d'un cycliste, de la saison. Ça nous permet aussi d'avoir des idées quand on fait de la détection des profils des athlètes, etc. Et enfin, nous avons pu assister à la séance du jour, où nous n'avons pas les détails, mais nous supposons que chaque sportif faisait un travail adapté aux compétitions qui allaient suivre. Donc certains faisaient des départs arrêtés, d'autres lancés. Il y avait pour les équipes des travails par équipe, certains du derrière scooter, le tout sous analyse vidéo et les yeux des entraîneurs. J'espère que vous avez pu apprécier ces quelques images que nous avons pu faire, et je vous laisse avec le podcast d'Emmanuel Brunet, animé par Maxime Frémaux. Salut Manu, bienvenue dans le podcast Cyclisme Performance Academy. Ça fait un petit moment que je voulais t'inviter, donc merci de vouloir bien participer à ce podcast. Salut Maxime, très heureux de pouvoir participer à ce podcast Cyclisme et Performance. Là, on a de quoi parler avec tout ce que tu fais toi, donc du coup pour nos auditeurs et ceux qui nous regardent. Peux-tu te présenter ? Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu as fait et où tu es aujourd'hui ? Voilà, alors je m'appelle Emmanuel Brunet, je suis manager de la recherche et de la performance à la Fédération française de cyclisme.
Donc pour ce poste-là, je suis professeur de sport, comme la plupart des conseillers techniques sportifs. Donc c'est un concours que j'ai passé il y a maintenant une vingtaine d'années et qui m'a permis d'être fonctionnaire auprès du ministère du Sport. Et depuis 11 ans maintenant, je suis rattaché à la fédération, au siège, sur Saint-Quentin-en-Yvelines, pour exercer cette fonction-là. Et juste avant, j'étais pendant 8 ans conseiller technique régional sur la région de Bourgogne. Ouais, donc tu es employé du ministère depuis une vingtaine d'années. Ça fait 20 ans maintenant Ok. que je suis... Et avant, cursus au stage. Et avant, donc j'ai été étudiant, j'ai également été cours CP Saint-Éloy amateur, mais surtout étudiant. En fait, j'ai fait mes études en STAPS à Lyon jusqu'à la maîtrise. On était encore sur l'ancienne les la mouture des diplômes. Et j'ai poursuivi un DESS entraînement à la faculté de Dijon. Et au moment où j'ai terminé mon DESS, on est passé à la nouvelle mouture et donc mon diplôme est devenu un master en fait. Voilà. Ok, ouais, donc mon équivalent aujourd'hui. Exactement. Donc tu as toujours été à la Fédé et aujourd'hui tu es dans la recherche et développement au niveau de la Fédé, manager Voilà. la recherche et développement. C'est ça fait 11 ans que j'ai des actions. Alors, chaque Olympiade, la dénomination a évolué un petit peu. Actuellement, c'est manager recherche et performance. Et donc, j'anime une cellule qui s'occupe de l'optimisation de la performance dans les différentes disciplines. Et voilà, ça fait 11 ans que j'exerce cette mission-là, avec une intermède sur l'Olympiade de Tokyo, c'est-à-dire entre 2017 et 2021, où j'ai également cumulé cette fonction-là avec celle de manager de la route. C'est vrai que je me souviens de cette appellation, manager de la route. Et donc du coup, aujourd'hui, elle recherche dans toutes les disciplines, tout ce qui touche à la perf et tout ce qui peut contribuer à améliorer la performance. Et ben en fait, la mission, elle est claire. En fait, elle est donc la performance, elle est complexe et elle est vaste. Et dans les 360 degrés de la performance, on va pas explorer les 360 degrés moi dans ma cellule, mais probablement pas loin des 300 degrés. Et donc tout ce qui va pouvoir avoir un impact important sur la performance, on va chercher à l'investiguer avec les entraîneurs, avec les athlètes et avec l'ensemble des équipes de la direction technique nationale pour aller chercher au maximum avec l'élite les résultats internationaux sur des jeux, des championnats du monde et des championnats d'Europe. Et là, du coup, on peut parler des jeux vu qu'ils sont passés. C'était quoi les grosses problématiques, les grosses thématiques que vous avez eues en projet recherche et développement et sur quoi vous avez vraiment mis le paquet pour... Ouais, alors sur la cellule, on a à peu près une dizaine d'axes d'action qui sont assez clairs, sur lesquels on peut facilement rendre des comptes en termes de volume et de nombre d'actions. Ça touche à tout ce qui est l'évaluation physique, physiologique des athlètes. Donc ça, c'est un pan très important qui a pris beaucoup d'ampleur avec la création d'un plateau d'évaluation. À ça, on va y adosser également la détection des potentiels, qui sur cette Olympiade n'a pas forcément été quelque chose de crucial. On avait une ambition forte pour les Jeux. Il y a un travail important sur de l'analyse. Donc on va trouver la vidéo dans un premier temps. On va trouver de l'analyse de données sur des entraînements, des tests ou sur des gestes très spécifiques. De l'analyse en compétition. On va scinder un petit peu parce que c'est une manière un petit peu différente de travailler. Du stress environnemental avec beaucoup d'hypoxie et l'intégration de manière un peu plus récente de la chaleur dans les stress. De l'aérodynamique. Sujet sur lequel moi je suis personnellement très investi, des questions de profilage des athlètes et de positionnement sur leur vélo, des axes de nutrition, d'accompagnement, on va dire d'individualisation nutritionnelle et globalement de comportement alimentaire, et enfin un axe qui a été important et vraiment amplifié au moment des Jeux, c'est tout ce qui touche au développement matériel pour les Jeux. Donc ça, voilà, la dizaine d'axes d'action hyper vaste, qui m'anime. Au final, ouais. Tout est lié, mais tout est bien spécifique sur des thématiques aéro et position, c'est lié, la physio, tout est lié, mais en fait, tu n'as pas le choix d'avoir des experts un peu spécifiques ou d'être en lien avec des personnes qui pourraient avancer, parce qu'au final, l'Olympiade, c'est 4 ans, Oui. Il y a du temps, mais le temps passe vite aussi. Le temps passe très très vite et pour le coup, la dernière Olympiade, elle n'a pas duré 4 ans mais 3 ans puisque les Jeux de Tokyo ont été 2021. reportés d'un an, donc il n'y avait que 3 ans. Et par exemple, un sujet qui a été, on va dire, assez exacerbé parce qu'il y avait de l'attente des athlètes, des entraîneurs, des mécanos, de tout le monde en fait. Le côté matériel, on est un sport à matériel, il y a de la technologie et forcément quand tu as les Jeux en France,
beaucoup de monde attend de l'innovation. Donc ça, c'est un peu exacerbé, sauf que tu n'as que 3 ans. Au milieu de ces 3 ans, en fait, Recherche et développement. le Covid déjà qui met un petit coup, la guerre en Ukraine qui met un deuxième coup, et un changement de réglementation de l'UCI qui n'autorise plus les prototypes sur la piste et qui demande à ce que tous les produits soient commercialisés. Ça veut dire qu'en gros, à l'été 2023, tout le développement matériel est terminé. Donc en fait, on a 2 ans Et pour sachant faire du développement matériel et avec forcément des attentes fortes en termes d'innovation. Donc c'est quelque chose qui est très très contraint en termes de et taille. du coup, entre les idées, les passer en mode ingénierie, les maquettes, etc., en 2 ans, faut que tout aille vite aussi. Ouais, puis entre l'idée et Oui. l'ingénierie, derrière, il y a aussi les lien. ressources que tu vas avoir c'est- besoin de mettre en œuvre pour y arriver, en fait. Et ça, on n'a pas de baguette magique. L'argent, il tombe pas du ciel. Oui, et puis le temps est pas. Les ressources techniques, les temps ingénieurs, etc., bah, tout Ils sont ça, pas en fait, compressibles. il faut les rémunérer. Et donc, voilà, t'as beau avoir des belles idées, Ouais, non, des c'est belles sûr. envies. Et du coup, il y a quand même le P24 qui est arrivé pour les JO. Alors, par exemple, bah, un des produits phares, finalement, c'est le vélo qu'ont eu les pistards, qui est le look P24, qui est là ici derrière. Donc, il y a un vélo totalement, on repart totalement d'une feuille blanche quand on commence à retravailler avec look. Et avec l'idée d'optimiser finalement l'ensemble cycliste plus vélo, ce qui en fait une forme totalement nouvelle pour beaucoup. Et Avec les fourches vraiment évasées. une grosse optimisation aérodynamique pour un vélo qui vraiment casse les codes et devient très performant. Ouais. Ouais, tout à l'heure, quand je te présentais en aparté, Adrien, je le disais, tu dois être celui qui passe le plus d'heures en soufflerie en France pour la partie cyclisme. Pour la partie cyclisme, ouais, c'est probable. Alors, on a la chance, en fait, moi, quand je suis arrivé à mon poste il y a 11 ans, sur 50 ans en Yvelines, tu arrives dans un gros poumon économique, et dans ce poumon économique, il y a l'aéronautique et il y a l'automobile. Et donc, il y a des souffleries qui sont à 1 km du Vélodrome, qui viennent nous solliciter à un moment où on sort des Jeux de Londres, athlètes et staff se sentent un petit peu, pas démunis, mais en tout cas, ils voient les Anglais en face qui ont mis les moyens, et donc il y a de l'attente par rapport à ça. Et donc, assez facilement, assez naturellement, on va se tourner vers ces nouveaux partenaires qui sont un petit peu nouveaux pour nous, parce que jusqu'alors, ceux qui ont ouvert la voie avant moi, par exemple, un Fat Grapp, il est allé en soufflerie avec les athlètes, mais il fallait aller à Manicourt, c'était un peu une expédition, il fallait déplacer les athlètes, déplacer le matériel, etc. Là, tout est sur place. Et donc, avant l'entraînement ou après l'entraînement, tu peux aller faire une séance avec un athlète, et au final, on a bossé pendant 8 ans avec tous les athlètes. Tous les athlètes qui sont allés au jeu, sans exception, sont déjà passés au moins une fois en soufflerie. Et donc, tout ce travail-là, d'abord pour travailler sur leur position, il est essentiel, mais après, évidemment, pour arriver à développer les aspects matériels avec eux. Ouais, donc oui, ça fait une paire d'heures sur la partie développement de la position pour être le plus aéro et efficace aussi sur le terrain, que ça se transmette. Et ensuite, tout ce qui est adaptation du matériel pour rendre le combo athlète-vélo le plus aéro possible. C'est exactement ça. C'est-à-dire que le sujet numéro 1, c'était de rendre l'ensemble plus aérodynamique. En C'était sachant pas d'avoir le vélo le plus aérodynamique, c'était d'avoir l'ensemble. oui, le parce plus qu'un vélo plus aérodynamique. aéro peut être efficace, mais c'est quand même quand l'athlète pédale que le vélo doit être le plus aéro. Ouais. C'est Il y a combo-là. encore quelques années, la plupart des équipementiers, et certains le font encore, Sur tu vois en mannequin fait statique. des vélos, non même pas, tu vois des vélos nus en soufflerie, Ouais. ça n'a pas de sens. Mm. Et donc on commence à avoir en fait des jambes statiques, des jambes qui bougent, donc c'est déjà un petit peu mieux. Maintenant il y a de la CFD, donc la simulation numérique. Donc, C'est vrai qu'on avait déjà essayé en 2017. ouais, voilà, ça fait 7 ans qu'on a essayé, et on n'était pas les premiers, mais on avait fait un petit papier sympa donc, dans lequel tu avais participé. On avait scanné en fait des athlètes et on avait comparé, donc c'était une des parties de thèse d'Anthony Bouillot, qui a été premier doctorant que j'ai eu à la fédération, où on a comparé la simulation numérique, avec le test en soufflerie et le test Ouais. sur le terrain. Et donc voilà, avec l'aide de Luca Oggiano pour rédiger ce papier, lui il nous a fait la simulation numérique. Et c'était voilà, ça nous a un petit peu lancé quand même sur ces sujets. Et depuis, bah, on a travaillé, on avait scanné aussi un athlète qui après on a fait notre premier athlète. on avait Et fait. voilà, on a été, c'était un gros point important de départ, c'était en 2017. Ouais, donc ça remonte. Au final, les technologies ont évolué entre temps, les capacités
de mesure. Je me souviens, le scan 3D, il fallait le laisser tourner Ouais. pour que ça upload, pour que ça envoie, etc. C'est vrai qu'on c'était il fallait faisait beaucoup usine de à temps, gaz. c'était un peu C'était ouais, usine à gaz, et, s'il y avait le moins d'artefacts, etc. Alors qu'aujourd'hui, ça va un peu plus vite. Voilà, la technologie fait que ouais. que ça évolue. Et même quand tu parles d'aéro, on parle beaucoup souvent du matos, etc. Mais il y a les casques, il y a les chaussettes aéro, les surchaussures, ils parlent des gants, ils parlent des tenues. Toi, tu as fait beaucoup de boulot aussi sur la partie tenue, équipement. Alors ouais, Les publics parlent de mélanger les textiles sur les manches, etc. Toi, alors tu as testé un peu tout ça? ouais. Donc déjà, donc nous notre équipementier depuis que je suis à la fédération, on travaille avec une marque italienne qui s'appelle Ale, avec qui j'avais déjà travaillé dès 2015, donc un an après mon arrivée au siège de la fédération, en voulant contribuer au développement de la tenue qu'on allait porter au JO. Donc on a de l'historique avec eux. Après à Tokyo, on a développé les coupe-chaussures. Donc on a de la matière. On s'est beaucoup inspiré de ce qui a été fait à l'international, que ce soit quelqu'un comme Len Brunli sur le sol nord-américain, quelqu'un comme Luca Oggiano avec la Norvège et le Royaume-Uni, et puis d'autres par la suite qui ont expliqué un petit peu ce qu'on pouvait faire là-dessus. Donc moi aujourd'hui, ce sont plutôt les publications scientifiques qui m'ont inspiré il y a 10 ans. Et aujourd'hui, j'ai accumulé beaucoup d'expérience, et cette expérience, on l'a mise au service du développement d'une tenue pour les Jeux, parce que pour Paris 2024, l'équipementier, c'était le coq sportif. Le coq sportif allait habiller l'ensemble de la délégation olympique, Ouais, c'était cyclisme compris, c'est-à-dire qu'il y a le sportswear, mais il y a toute la aussi, partie sur le vélo. Et le coq sportif n'avait en fait, alors ça remonte à très très longtemps, ils avaient équipé des équipes, mais en dehors du maillot jaune du Tour de France, n'avaient jamais travaillé ces dernières années avec des tu équipes repartais cyclistes. un peu de zéro. Donc il fallait repartir de zéro. Il a fallu leur faire comprendre ce qu'était la question aérodynamique, que c'était pas juste une question bien fitter. de couture et de fitting, même si elle est très importante, mais il y a quelque chose qui est plus important que le fitting, c'est le choix des matières. Donc là, j'ai par exemple, tu vois, la combi là, des Jeux. Bon, bah en fait, on a à chaque membre, on a une matière spécifique. Ok. Ouais. Et donc là où on a beaucoup travaillé, c'est notamment sur une matière sur les manches, qui est très différente en fait de la matière du buste. Pourquoi? Parce qu'on va chercher des niveaux de rugosité optimales pour diminuer au maximum la traînée aérodynamique. Et ça, tu peux pas avoir le même tissu sur le buste, sur les jambes et probablement sur les cuisses. Donc nous, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et ça a été au sein d'un des programmes prioritaires de recherche qui s'appelle THPCA 2024, qui a été porté par l'école polytechnique, dirigé par Christophe Clanet, chercheur au CNRS, et Jean-Christophe Perrault, qui a été recruté pour diriger ce projet-là, et 2 ingénieurs de recherche qui ont été recrutés au sein de l'Institut aérotechnique qui dépend du CNAM et un autre de l'ENS de Lyon, donc Antoine Évrard et Basile Potier, et c'est eux qui, pendant 3 ans, ont caractérisé toutes les matières qui pouvaient être sourcées par le coq sportif pour aller identifier quelle matière on devait mettre à quel endroit. Les équipes du coq sportif nous ont accompagnés à chaque fois qu'on faisait ces tests-là, d'abord sur des cylindres, ensuite sur des espèces de manchons qu'on mettait sur les bras, sur les jambes, sur le buste, Ok. donc qui étaient taillés sur Ok. mesure. Une paire d'heures en soufflerie. Et des heures et des heures et des heures. Donc là, pour le coup, moi là, j'ai juste, on va dire, piloté un petit peu ça. Ça, j'ai eu la chance de pouvoir le déléguer sur des spécialistes d'aéro, des spécialistes d'ingénierie, pour qu'eux, en fait, ils prennent tout le process et vraiment, ils brossent au maximum. Donc au final, ouais, cette combi-là, c'est le meilleur combo des différents textiles, de matières que vous avez à votre disposition pour faire la combi la plus aéro. On a fait la combi la plus aérodynamique possible, avec tous les tissus qu'on a pu sourcer parmi différents fournisseurs d'Europe. Ok, donc oui, il y a eu beaucoup d'essais. Je pense pas que dans le monde, il y ait beaucoup de nations ou beaucoup d'équipes qui aient pu en faire autant. En termes de prototypes, parce que déjà, en fait, ça demande beaucoup de ressources. L'Institut aérotechnique de Saint-Cyr a mis à disposition pour ce projet les ors de soufflerie. Donc, pour eux, il y a un investissement qui est important. Aujourd'hui, les souffleries qui t'offrent des ors comme ça, c'est très énergivore et très rare. Ça coûte de l'énergie en plus, coût de l'énergie qui a augmenté, etc. C'est pas forcément plus avantageux pour eux. Et moi, ça m'a libéré du temps. C'est-à-dire que vu qu'il y a eu la ressource humaine pour le faire, autant je l'ai eu fait avant avec Ale, autant là, j'ai pu m'appuyer sur des équipes, même si
j'ai amené mon expérience pour donner des orientations, etc. Et gagner du temps dès le départ, en Ouais, fait. pour éliminer peut-être les textiles que tu savais déjà. On n'a pas éliminé, on a passé, en fait. On a vraiment tout passé. Pour le être sûr, on a vraiment voulu tout recaractériser. tout repartir de zéro. Parce que l'objectif, c'était de rien rater. Et il y avait quand même, moi, sur certaines régions du corps, quelques inconnus de choses que j'avais encore pas forcément bien investiguées. En tout cas, pour lesquelles j'avais pas les réponses claires. Donc pour nous, c'était important de reprendre à la base. de la conception de A à Z, Voilà. avec les dossards. Et pendant un moment, ils se prenaient les chronos, par exemple, ils mettaient les dossards intégrés, etc. Est-ce que ça, tout ça, t'as mesuré tout Ouais, ce que t'as ça c'est presque un petit détail en fait, histoire du dossard intégré, parce que alors, tu vois déjà en plus, en cours de route, l'UCI nous Ah, annonce en rechange, 2022 que les poches vont disparaître, qu'ils vont fournir en fait un cahier des charges, et qu'en gros ils vont fournir la poche à dossard. Et Ok. que dans tous les cas, ça risquait de disparaître dans les épreuves non chronométrées. Bon, tu dis ok, comment ça Est-ce paraît, tout machin. qu'on bosse Finalement, là-dessus l'UCI n'a pas été en mesure de le fournir dans les temps, donc on a pris les poches à dossard habituelles pour les épreuves indives, donc là il n'y a pas de souci. Et après, pour toutes les autres épreuves, pour les jeux, on a utilisé en fait un adhérent double face, un scotch double face qu'on a chauffé pour aller vraiment épouser le dossard sur le. Ok. Voilà, donc en fait, bon, ça c'est. Voilà, c'est pas là quel gros Parce gain que même là, d'intérêt, c'est ta quoi. combi, t'en manges 3 quarts du coup. Là, je suis en manche longue. Non, Manche c'est longue. juste que bah, ça étire beaucoup. Hein. Ouais. Il faut que le tissu soit hyper fité. Et du hyper coup, manche tendu. longue, c'était un choix ou c'est d'un point de vue soufflerie aéro, il y a vraiment un gain de manche longue versus manche courte ou Alors, ça dépend des athlètes aussi peut-être. non. Oui, ça dépend des athlètes, ça dépend des positions. Globalement, tu as intérêt à couvrir les bras. C'est-à-dire que le bras, il sera plus aérodynamique avec un bon tissu. Des textiles jusqu'au Tissu qui est bout. bien choisi, judicieusement, qu'avec de la Une manche peau courte, ok. normale. Donc pour le coup, il faut couvrir le bras. Ok. Après, quand tu es sur une position, par exemple TT, où tu as Ouais. comme ça, où tu as avant en fait le prolongateur, Qui masque, etc. tu as moins besoin de couvrir Ok. cette partie-là, elle est moins sensible. Donc sur une poursuite, c'est Mais sur une poursuite, c'est sensible. Hein. C'est-à-dire que nous, Ok. aujourd'hui, on a travaillé, dans un premier temps, on ne s'est pas soucié des disciplines. Donc on avait une hypothèse de dire, on aura une combinaison pour le sprint homme, on aura une combinaison pour le sprint femme, on aura une combinaison pour la poursuite homme, une combinaison pour la poursuite femme, potentiellement des combinaisons un petit peu différentes, mais très proches pour les épreuves en peloton homme et femme, et une combinaison pour le chrono homme et femme. Et plus On le pensait avoir autant de... plus le boulot que tu as fait aussi pour le BMX, qui au départ, il y a quelques années, avait des maillots parachutes, c'était super ample. Et là, Bah, BMX, c'est c'est ils sont quand même sur des tenues un peu plus fitées aujourd'hui. En 3 secondes, ils sont à presque 60 km/h. Donc en fait, c'est le même souci que la piste. Donc, Ça se transpose, ta partie recherche, qui est principalement la piste, c'est quand même aussi transposé sur le BMX. on l'a transposé dans toutes les disciplines. C'est-à-dire que la connaissance qu'on a eue des textiles, très précise, m'a permis à moi de définir avec le coq sportif le cahier des charges Ok, pour ouais. chacune des Et disciplines. parce que même la tenue du VTT était pas très loin de. Quand tu regardes les Même dans le textiles, VTT, on a pris en compte un petit peu d'aéro. C'est pas prédominant. Pour eux, ce qui est prédominant avec le circuit comme il est et avec potentiellement le mois d'août avec des chaleurs importantes, c'est la thermorégulation pour Ouais, ouais. qui est le plus important. Thermorégulation, évidemment, tu as besoin de flexibilité dans les tissus. C'est-à-dire que si tu leur mets cette manche-là, là il y a deux tissus, hein, un l'un sur l'autre. Hein. Si tu leur mets cette manche-là en VTT, c'est sud à en fait, sud. ça va restreindre un petit peu le mouvement des épaules, etc. Donc là, c'est compliqué. Globalement, ça, on n'a pas voulu y aller en BMX aussi. Parce qu'en BMX, tu as besoin d'amplitude Ouais. dans les mouvements. Tu as un tronc commun et derrière, en fonction de chaque discipline, chaque spécificité. Exactement. Enfin, dans ces disciplines-là, le côté technique, il est essentiel. Il peut être en plus, il peut être fatal. La chute, parce qu'à un moment, tu es gêné par ton amplitude, parce que tu es retenu par ta tenue. Donc voilà, dans ce cas de figure, les choix numéro 1, c'est évidemment pas l'aéro. Par contre, pour le BMX, on met l'aéro à condition que on va mettre dans des tissus très proches en aéro et on va prendre celui qui est le plus fin, le plus élastique en fait, pour qu'il permette d'avoir quand même cette flexibilité. Donc ça fait des heures de recherche, travail pour sortir des tenues pour chaque discipline. Et avant de sortir celle-ci, est-ce que tu sais combien de prototypes vous avez mis en... Alors des prototypes, c'est-à-dire que nous, comme on est passé par étapes, on a travaillé sur des cylindres.
Ouais. Ensuite, on a travaillé sur des manchons qu'on a mis sur des bras, sur des jambes, sur des bustes. T'as éliminé beaucoup. Une fois qu'on a fait tout ça, nous, on était parti sur à peu près une douzaine de prototypes, tout compris. Donc, c'est pas... Ouais. c'est pas- Quand tu regardes pour l'ensemble des disciplines, tout à l'heure, je cite déjà 6 à 7 potentiellement Ouais, donc, tenues différentes. Donc 12 prototypes, c'est pas énorme. Vous avez bien déblayé avant les critères et bien tout mesuré pour au final, après, bah, tu mets bout à bout en fait. Ouais, puis pour le coup, on a eu la chance de trouver vraiment des super tissus qui ont conduit dans plusieurs disciplines. Donc ça fait des heures de recherche, des heures de soufflerie pour arriver Exactement. à une tenue qui est sûrement une des plus rapides, qui était une des plus rapides sur le marché. Ouais, après, personne. Donc pour le coup, je sais que personne n'a acheté cette tenue-là. Oui. Puisqu'en fait, tu as l'obligation de commercialiser aujourd'hui les tenues que tu portes. Ouais. Donc elles sont commercialisées avec un site internet dédié. Et donc voilà, chez nous, c'était un sujet parce que le coq sportif, ils n'ont pas vocation à vendre cette combinaison. C'est pas leur souhait. À la rigueur, la Donc, tenue, ça a été la tenue des athlètes sur la route. mais ils n'avaient pas le choix, ils devaient commercialiser. Donc ils ont créé un site pour ça. Donc on peut l'acheter. Si tu veux l'acheter, tu peux l'acheter. Pour ceux qui veulent rouler plus vite et qui ont suivi la formation de Mathieu. Voilà, elle Oui, coûte à peu oui. près 1 000 €. Ouais. Et donc, on a vu en fait le nombre de connexions qu'il y a eu sur le site. Parce qu'on nous, on Oui. discutait aussi avec Lucie, on trouvait ça, pour le coup, c'est un peu bête. On fait un site juste pour se mettre dans les clous. Mais on sait et il y a eu 3 connexions sur ce site. Il y en a eu une de Lucie et 2 de moi en fait, tu vois. Donc ça veut Ouais, dire donc il y a on pas- sait très bien que personne il y a pas n'a d'équipe été acheté. Et pas- donc aujourd'hui, ça veut dire, donc, nous on l'a pas fait, mais les autres non plus. Personne n'a pu prendre le temps de comparer l'ensemble des tenues et donc dire elle est plus aéro que. Après, ce qu'on a vu, c'est qu'on pensait être très peu de nations à travailler sur cette matière-là. Il y en a quand même plusieurs qui l'ont fait. Vous avez tiré Donc, des conclusions. Il y a plutôt aujourd'hui, je pense, des nations qui n'ont pas eu accès à ce travail-là, qui partent quand même avec un désavantage. Mais aujourd'hui, comme il y a plusieurs nations qui ont ces tenues-là, ils gagnent aussi du temps en choix de textile. Ils savent vers quoi s'orienter aussi. Aujourd'hui, Tu les as fait progresser indirectement, vous les avez fait progresser. Alors, non, parce que nous, on est avec un tissu français, avec une marque française, c'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas eu accès à ce qu'on a fait. Ok, ouais. Et après, faut voir à la prod si tu veux, mais globalement, il y a plusieurs marques en fait qui exploitent cette techno de tissu. Mais globalement, il y a peut-être une nation qui se sourçait déjà au même endroit, là où est produit le fil. Et juste si tu as des chiffres entre la combi des JO de Tokyo pardon, et ceux de Paris, est-ce que tu pourrais chiffrer le temps en secondes, par exemple, sur un tour de piste ou c'est ça, voilà, les gens aiment bien savoir, est-ce que ma combi me fait gagner une demi-seconde, une seconde? Alors, Déjà, quand tu vois que les si tu positions, veux, ça influence de ouf. je vais pas le comparer là comme ça, mais ce que je peux te dire, c'est que globalement, par exemple sur la piste, mais ça va être la même chose en contre-la-montre, entre une très bonne combinaison et une combinaison moyenne, juste en termes de texture, c'est à peu près à 5% d'aéro en fait. Ouais. Le 5%, c'est facilement un dixième au tour. Un dixième sur 250 mètres. D'être sur la boîte à d'être quatrième ou cinquième. Ou sur un chrono, t'es pas loin d'une demi-seconde au kilomètre. Ouais. Donc sur un chrono de 30 bornes, c'est 15 secondes. Tu peux passer de. Tu changes ta couleur de médaille en fait sur si tu- Non, c'est. Et, sur et donc l'olympisme, c'est pas tellement aujourd'hui tu vas prendre un avantage à faire ça parce que les grandes nations le font, mais si les tu le fais grandes pas- marques le font. Par contre, si tu fais pas ça, clairement tu pars avec un gros Ouais, désavantage. et donc, du coup, maîtriser la partie recherche, position, textile, choix des équipements qui vont autour, le casque, etc. On détermine le casque idéal par rapport à chaque athlète. C'est ce qui fait faire passer de je suis potentiellement quatrième, cinquième, à je suis sur la boîte. Ouais, Tu il combines faut tout. même Après, voilà, il y a l'entraînement, etc. Moi j'aurais une question, mais vas-y. Vas-y. Moi ma question c'est est-ce que ce textile-là a été utilisé, enfin à ta connaissance, dans d'autres activités sportives? En disant par exemple patinage de vitesse, ils ont besoin de textiles très aéro. Est-ce que c'est une Alors, question? ouais. Moi, je discute beaucoup avec mes collègues dans les autres sports. Ouais. Donc, déjà, le ski, en fait, Nicolas Coulmy, qui est mon collègue à la Fédé de ski, c'est un de ceux qui m'a le plus inspiré quand je suis arrivé sur ce qu'ils avaient fait en ski cross au jeu de Salt Lake City. Vous avez fait un 2-3.
Et en fait, ils avaient thermoformé les tissus. Et donc, en gros, ils avaient fait un petit élément Ouais. là derrière. C'était autorisé par le règlement. Il y avait un recours des Canadiens qui avait fait 4e, un recours perdu. Bon, l'histoire était belle. Et moi, ça m'avait beaucoup inspiré. Puis il a expliqué avant tout ce qu'ils avaient fait pour en arriver là, les études en aéro. Et je dis, mais waouh. Et donc, par exemple, Nicolas, je me suis permis de lui parler de ce qu'on avait, de nos résultats. Notamment parce que l'un des fournisseurs de tissus à la source sont des fournisseurs qui sont présents également dans le ski. Donc lui, il a déjà aujourd'hui été testé les tissus qu'on a utilisés. J'en ai parlé également. En fait, par exemple, le patinage de vitesse, c'est quasiment les mêmes positions, les mêmes vitesses et les mêmes problématiques. Donc c'est évident qu'ils doivent travailler là-dessus. Voilà. Après, toutes les fédérations n'ont pas forcément la possibilité d'avoir des personnes dédiées à ça. Nous, on a la chance, Fédé de cyclisme. Alors, le budget. En tout cas, moi, j'ai de la chance C'est un poste qui a été créé pour ça. que pour cette partie-là. ma fédération ait pensé à imaginer des postes dédiés à ça et, Oui, c'est et, pas sûr que la quasiment Fédé- exclusivement à ça. C'est-à-dire que souvent, des personnes qui peuvent avoir d'autres missions, de missions d'entraîneur, à qui on confie un petit peu ça. Et donc, ça va manquer un petit peu de temps, un peu de moyens pour bien le faire. Mais globalement, aujourd'hui, ouais, enfin, moi, j'en ai parlé à mes collègues d'autres fédérations pour que voilà, la France puisse s'intéresser à Profiter ça. ou Quoi. contribuer. Oui. Ça participe à des En recherches. tout cas, nous, dans ce programme de recherche, là, THPCA, c'était très haute performance en cyclisme et en aviron. On a, avec mon collègue de l'époque, Hugo Maciejewski, qui aujourd'hui partait à l'athlé, donc on était collègues de fac, et on s'est retrouvés 15 ans après sur des postes similaires, et on a créé ce projet-là un peu ensemble. On a cherché nos équipes scientifiques habituelles pour monter ce projet avec nous, et on s'était dit, il y a des sujets sur lesquels on va se tirer l'un et l'autre. Et notamment, sur ce sujet, on se dit, nous, ça se trouve, Aviron, on a tout intérêt, en fait, à prendre votre savoir-faire pour aller s'inspirer sur nos tenues. Sauf que le bateau, il va pas à la vitesse qu'on aimerait pour avoir utilisé ça. C'est dépendant de la vitesse, c'est dépendant de la morphologie. Et donc, pour le coup, eux, ils avaient aucun intérêt à travailler sur les tissus, en tout cas, à créer de la rugosité sur leurs tissus. Oui, parce qu'ils vont beaucoup moins vite. Voilà, c'est pas ça le sujet, quoi. Ils vont beaucoup moins vite avec. Non, c'est. Puis ils sont de dos, Oui, des ils sont de positions dos, ouais. différentes, etc. Mais globalement, tu pourrais dire sur les bras, on pourrait retrouver les mêmes tissus. Ils n'ont pas de tissu sur les Et bras, ils n'ont et pas sur les- d'intérêt à mettre de tissu Même sur sur les bras. mouvements, la fréquence, c'est la même. Nous, on tourne plus les jambes que les bras en termes de. Ouais, c'est pas la même amplitude. Ouais. Ouais, donc, comme on sait que les perturbations sont faites avec les mouvements. Ouais. Et pour le coup, eux, ils sont habitués d'avoir les bras à l'air en plus. Ouais, Si donc, tu veux, déjà. Si tu leur imposes des manches longues, ils vont Voilà. tous se dire, mais non, nous, ça fait des années qu'on est en manches longues. Exactement. C'est pas culturel. Non, ça fait une grosse partie de ton travail était passée sur. En fait, c'est essentiel. Ce que je veux dire, c'est que ça, souvent, on parle de gains marginaux dans le cyclisme. Ça, c'est pas du gain marginal, en fait. C'est fondamental de travailler dessus à haut Ouais. niveau. Oui, par rapport à ce que. C'est pas parce que la technique, mauvaise c'est tenue croustillant, etc. et que c'est de l'aéro, c'est du gain marginal. Non, c'est fondamental. Ouais. Il n'y a rien de marginal. Là, sur une discipline comme le chrono ou la piste, tout ce qui est poursuite, etc., c'est obligatoire de faire ça. C'est ça. Sinon, Incontournable. sinon tes athlètes vont avec, Et tu passes- avec un handicap. Tu passes pas les qualifs. Ouais. C'est pas Oui. compliqué. Tu ne passes pas Autant, les par qualifs. contre, en peloton, en peloton sur route, la tenue elle est moins importante. Elle va avoir moins d'impact parce que tu vas passer 95% de ton temps à En briter. peloton, en fait. oui. Donc déjà, elle a Et clairement clairement, quand moins on parle des d'impact. gains marginaux, voilà. Par contre, Celui qui fait tu prends le final des jeux. Là, pour le coup, ils avaient une tenue optimale. Ouais. J'ai travaillé sur l'ensemble de la tenue. Donc et ça a été chaque athlète qui était au jeu a une tenue fitée à lui en fait, sur Ouais. mesure. sur mesure. On a déplacé les couturières du coq sportif qui sont venues 3 fois pour chaque discipline Pour réajuster. pour réajuster. C'est-à-dire au moment de la définition du patron de chacun, un deuxième moment quand ils reçoivent la première tenue, on vient vérifier et on vient faire les ajustements. Et une troisième fois qui est juste sur site au moment des jeux, s'il y a besoin d'ajustement, parce que les coureurs Oui. sont vraiment affûtés, etc. Oui. Et donc on ajuste. Donc 3 fois. Les équipes du coq sportif Oui, non. on fait un travail considérable. Et donc sur l'épreuve sur route, tous les athlètes qui sont au départ, hommes et femmes, ont une tenue parfaitement ajustée, un choix des matières qui est idéal par rapport aux questions aéro, que ce soit les jambes, Ouais, la chaussettes. partie basse des jambes, les cuisses, les bras, le buste, etc. Et en prenant en compte avec aussi les risques de chaleur, etc. Et ça, c'est pareil. Quand tu vois le final
quand tu vois à quoi tient en fait la médaille de Valentin Qui est tout seul, qui lutte. qui se tape, je sais plus combien, 25 km là, tout seul. En chrono. En chrono. Et c'est un chrono en fait. Donc si tu oublies cet aspect-là, en fait, Valentin, il est revu. Si tu Il est revu quand il passe au Louvre, quoi. Si sa tenue aujourd'hui lui faisait pas gagner, mais on va dire économiser X secondes par kilo, en fait, oui. Bah, je vous ai dit une demi-seconde au Une kilomètre. demi-seconde de kilo, donc oui, tu mets dans. Et Donc, tu tu mets une calcules. mauvaise tenue. Tu calcules, hein, sur 20 bornes, ça fait 10 secondes. Hein. C'est Ouais. pas l'écart qu'il a à l'arrivée. Hein. Ah non, c'est L'arrivée, on voit Christophe Laporte qui sprint juste derrière. Ouais. Non, mais ouais, c'est incroyable au final de se dire que une médaille peut tenir à ça. Et là, le budget au C'est final. pas elle tient à ça. Le budget, au final, si tu recoupes tout le budget pour sortir ces tenues-là, et le temps passé, il est gigantesque. Ouais, et on a de la chance d'avoir eu ces programmes prioritaires de recherche. Sans ces programmes prioritaires, je sais pas si on a la possibilité de suivre tous les dossiers. Alors c'est évident que moi, j'aurais passé du temps là-dessus, mais je serais peut-être pas allé aussi loin. Donc sans ces programmes prioritaires de recherche qui ont été financés par l'Agence nationale de la recherche, on n'est pas capable en fait d'aller aussi loin sur ces sujets et d'avoir autant de maîtrise sur l'aéro des tenues. Donc oui, ça fait quand même de la recherche. Et si on change le sujet, je sais que tu avais participé au développement d'un nouveau capteur de puissance pour mesurer d'avoir la puissance finement des athlètes, parce qu'au final, sur piste, sur des efforts très courts, il faut avoir des hautes fréquences. Donc ça, c'était pareil, c'était dans le cadre de préparation des JO, ou c'était déjà d'avant le développement de ce nouveau capteur? Ça a démarré un petit peu avant. Moi, au corps de la cellule, ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir des données qu'on va... déjà, on va être sûr d'avoir une belle donnée, etc. Une bonne donnée, donc nous, on va assurer ça, pour ensuite passer du temps sur l'analyser, pour fournir des ressources, quelles qu'elles soient, d'aide à la décision aux entraîneurs. Oui, donc on est là pour bosser pour les entraîneurs. Si tu as des outils fiables, tu peux tout mesurer et quantifier. Exactement. Donc historiquement, tu vois, on utilisait, en fait, le gold standard qui est écrit dans la littérature, c'est ça, c'est le SRM. On utilise ça. Donc le SRM, tu as 4 jauges de contraintes là-dedans qui permettent d'avoir une mesure qui est très fiable. Tu as 2 Hertz en fait sur SRM quand tu utilises le compteur SRM. Quand tu utilises la technologie avec ton Garmin, etc., en NT+, tu vas avoir une donnée par seconde. Donc, très intéressant. C'était le gold, ça a toujours été le gold standard dans la littérature, ça l'est toujours. Et donc, voilà, on équipait nos athlètes de ces données, ça permet d'avoir des données fiables. Sauf que plusieurs choses. La première, avec ça, dans la situation telle quelle, tu peux pas avoir en fait tes données au départ. Tu as un aimant qui est là derrière, il faut que ton capteur il fasse au moins un tour pour se mettre en route et un deuxième tour pour aller chercher l'aimant pour avoir la donnée à l'issue d'un tour. Donc, avec les braquets qu'on utilise, tu as déjà 10 mètres pour faire un tour de pédale, 20 mètres pour faire le deuxième. Il s'est passé beaucoup de choses en 20 mètres. Il s'est passé beaucoup de choses. Et donc, il nous manque énormément de données. Et en plus, tu as tes jauges de contraintes qui sont que d'un côté. Donc, tu as la résultante, droite-gauche. En fonction du pied dans les données qu'on a en laboratoire, on a toujours différentiel droite-gauche, etc. C'est hyper intéressant, voilà, notamment sur piste, parce qu'il y a un virage qui est toujours à gauche, toujours du même endroit. Et puis, le dernier point, c'est que quand tu vas en compétition, moi, je suis partisan d'un truc. Le meilleur test, en fait, c'est la compétition. La meilleure donnée, c'est celle de compétition. Ta référence, c'est celle-ci. Et donc, quand tu es en compétition, il y a plein d'ondes à cause de la radio, de la sécurité, de la télé, etc. Et donc, en fait, les fréquences sont saturées et souvent, on ne récupérait pas les données. Donc, tu mettais le pédalier aux athlètes, alors que normalement, dans le vélo de compétition, il y a un pédalier en carbone. Tu mets ce pédalier qui est en aluminium, qui est plus lourd, donc les athlètes, les entraîneurs, ils leur mettent la pression pour dire non, on veut les donner. Puis tu sors de la compétition, on n'a pas les données, les gars, ok. Puis quand on a les données, en plus, là, on aimerait analyser ton départ, mais on l'a pas. Si tu veux, en 2019, alors déjà avant, dès 2015, tu vois, c'est un sujet de dire mettre le capteur et tout. C'est un sujet. Et donc, on avait travaillé un premier coup avec PowerTap. PowerTap, en fait, m'avait sorti une capsule spéciale pour récupérer
la donnée à 40 Hz. On sortait du protocole ANT, on partait sur un protocole Bluetooth. Mais voilà, c'était la roue portable, En compétition, on pouvait pas le mettre en difficilement utilisable. compétition. Et l'ingénieur qui a développé ça est parti de chez Portable qui a vendu à SRAM. Donc c'était, voilà, on n'a pas pu exploiter ça, mais on avait toujours ce petit truc. Et quand j'ai rencontré pour la première fois les équipes de Polytechnique, en fait, ce sujet est ressorti. Et ils sont venus en fait travailler d'abord là-dessus. Parce que ça reste une référence, cet outil-là. Et on est venu modifier un capteur pour voir ce qu'on pouvait faire. Et puis, quelques temps après, on a dit, finalement, on peut mettre des jauges de contraintes un peu là où on veut. Et il en est venu, en fait, un premier prototype sur un pédalier qu'on utilisait en compétition. Voilà, ce pédalier-là. Un pédalier en carbone, monobloc, qui est fait par Look, le pédalier Le Z. pédalier qui est fourni, qui est vendu avec le vélo. Du coup. Et donc, rapidement, on a eu un premier prototype en 2019. Et tu vois, il était bien graissé, j'ai de la graisse sur les doigts là. Et en 2020, Christophe Clanet, donc le directeur de recherche du programme THPCA, s'engage auprès des entraîneurs en plein Covid. Là, c'est en visio. Donc le sujet revient à la table, dit mais nous, donner de puissance en compète, c'est bien, mais il nous manque le c'est départ. compliqué. Voilà. Et Christophe s'engage parce qu'on avait déjà bien avancé sur le prototype. Où j'étais avec Jérémy Roy, c'est nous qui avons fait les cobayes. On avait embauché Jérémy à cette époque-là à la fédération. Et donc, Christophe s'engage, dit bon, au jeu, vous aurez tous un capteur de puissance sur votre pédalier de compétition et on aura les données de tous les athlètes des jeux. Et donc, c'est quoi ce capteur en fait? C'est des jauges de contraintes de part et d'autre, des manivelles de chaque côté, avec un fil qui passe au milieu. Et tu vas trouver dans ce petit boîtier là ici, qui pèse à peu près une centaine de grammes, en fait tout l'électronique, c'est-à-dire la carte qui va permettre de lire ce qui se passe sur les jauges de contraintes et de pouvoir ensuite enregistrer sur un stockage interne. Donc on a voulu s'affranchir plus de Bluetooth, plus des questions de radio. Alors il y a quand même une antenne Bluetooth dedans, donc parce qu'on prévoit la suite, mais en gros tout est lu là-dessus sur une petite carte mémoire. Et donc on s'est affranchi de toutes les données en fait de problématiques d'ondes. Et donc, bon là, il n'est pas branché, je ne peux pas l'allumer, il n'a pas de batterie, on n'a pas chargé avant de venir. Mais tu appuies sur un bouton, la lumière est bleue, tu enregistres. Et donc, à l'issue de chaque entraînement, de chaque compétition, nous, on a quelqu'un qui récupère les cartes et qui va en fait analyser tout ça. Tu as solutionné le problème de la NT+. Donc là, on a solutionné surtout nos problématiques de départ. C'est-à-dire que là, on a une fréquence d'échantillonnage à 200 Hz. Et en fait, c'est comme une plateforme de force. Tu enregistres en non-stop en fait ce qui se passe. Jusqu'à ce que tu arrêtes. Jusqu'à ce que tu arrêtes. Et donc, tu as toutes les forces qui sont faites sur tes jauges de contraintes. Oui, donc tout est enregistré, tu perds plus rien. C'est enregistré dedans, tu retrouves tout. Et surtout, tu as 200 Hz, toute ta cinétique de pédalage. Tu es capable de faire tout ton cadran de pédalage. Du coup, tu as les deux côtés, jambe droite, jambe gauche. Exactement. Donc tu as tout, et là, pour les analyses, pousser pour ton démarrage. Et tu as un nombre de points par tour de pédale qui est assez démentiel. Et là, du coup, d'avoir accès à ce capteur-là, ça a dû solutionner ou même se poser des questions pour les entraîneurs sur les parties de cinétique de démarrage. Qui sont complètement. C'est-à-dire pas avant. Avant aujourd'hui, tu peux calculer un taux de montée en force avec ça. Ça existait, tu pouvais pas faire avec tu peux transposer ce que tu mesures avec la lotte, comme on a vu cet après-midi. On a travaillé des index de performance en départ, des index de performance en sprint, etc. Parce que tu as ces outils-là qui te permettent. On va vite détecter en fait des problématiques d'asymétrie et on va même aller jusqu'à qualifier de la technique grâce à ça en fait. Donc ça, c'est assez puissant. Et ça l'est d'autant plus qu'aujourd'hui, ce capteur, on l'a dupliqué aussi en BMX. Ça nous a été utile. Anticipé une de mes questions, ce que je vais te dire, pour le BMX qui au départ, et en 3 secondes, ils sont en bas de la butte, ils sont sur une fréquence de pédalage, c'est pareil, s'ils ont les SRM, ils sont en bas de la première butte, tu n'avais pas de données avant. Exactement. C'est-à-dire qu'on avait des SRM en BMX qui sont vite retournés dans leur carton, parce que 80% de leur travail, c'est en tout cas sur le plan pédaler jusqu'à la première butte de la descente. C'est des départs, et donc les données, elles étaient manquantes. Elles n'étaient pas assez fournies. C'est-à-dire en 1 Hz, il n'y a pas assez de précision. Il y a 3 secondes. Il y a 3 secondes pour rejoindre le bas de la butte. Donc 1 Hz, c'est fini. Tout est fait en 3 secondes. Tu as un gros changement de cadence parce qu'ils passent de 0 à, je sais pas les chiffres, mais en bas de la butte, ils sont à 60 à l'heure. Mais en termes de RPM, en cadence.
Et ils sont déjà, j'espère pas dire de bêtises parce que je suis pas assez expert, mais ils sont déjà à 140, 150 Ouais, RPM en donc fait. tu passes de 0 à 140 RPM en 3 secondes, et donc Ouais. du coup, il n'y a pas le choix d'avoir un capteur qui a de la fréquence pour mesurer ces changements de cadence. Parce que Qu'il y ait de la tellement fréquence, rapide. qu'il soit précis, Donc, qu'il ouais, soit. Voilà. Et donc ça, nous, on l'avait déjà fait avec des pédales instrumentées. On avait lancé en 2015 un programme de recherche avec les équipes de Poitiers, le CAIPS à Poitiers, donc c'est le CNRS de Poitiers, c'est le CREPS, c'est le CRIT de Châtellerault, et donc il y a eu pas mal de monde investi sur le sujet, avec une première doctorante qui avait travaillé sur le sujet, et donc on avait caractérisé le départ en BMX. Donc c'était assez conséquent, c'était assez lourd, et là, grâce à ce capteur, on a pu continuer à aller plus loin, parce que là, c'est plus écologique. C'est-à-dire que tu n'as pas Oui. besoin de mettre le sac Pas à de dos pour matériel. rayonner, de mettre des fils de partout. Juste le charger, mettre la carte mémoire, lancer. Exactement l'enregistrement. ça, une vidéo simple avec une tablette, et donc on a pu faire un travail qui a été fourni grâce au programme Perf Analytics, et d'aller accompagner quelques pilotes sur des questions assez simples. Des questions, est-ce que j'utilise bien le bon braquet? Il n'y a que cette question-là, notamment sur le départ. Oui, avant, tu avais des. C'était assez empirique. Alors l'empirisme peut être très juste, il n'y a pas de souci. Tu Et c'est le job de l'entraîneur d'être empirique. Essai, erreur, il n'y a pas de souci avec ça. Et nous, on peut le mesurer. Donc on est venu. En gros, il y a un pédalier qui a été fait dans un premier temps pour Arthur Pilar, qui a été remplaçant au jeu. Donc c'est le premier qui a expérimenté ça en BMX. Et on avait des trucs assez sympas. Ensuite, on allait voir Sylvain André, Joris Daudet, Axel Etienne. Donc on a travaillé avec ces pilotes-là pour arriver à globalement plutôt valider ce qu'ils faisaient déjà. On n'a pas fait évoluer. Mais tu as apporté des données au final sur les idées reçues. Et... On a apporté des données, voilà. Et puis, ce que j'aimerais moi maintenant arriver à faire avec cet outil-là, c'est arriver à caractériser beaucoup plus la technique. C'est-à-dire que comme t'imagines qu'en fait c'est une balance. Et ça veut dire que tu peux voir en fait tes impulsions, tes réceptions, tes temps de vol, etc. Ouais. Couplés à de la vidéo. Il y a moyen, si la butte elle a bien été prise, si la butte elle est bien utilisée. Ouais, tout ce qui est vol, virage, etc. En fait, tu peux aller le caractériser. Ça, j'aurais aimé qu'on puisse passer du temps là, on est sur les là-dessus. déterminants de la perf. Et parce qu'on le voit au jeu, le départ, en fait, il est crucial, mais tu gagnes pas ta course au départ. Tu peux la perdre si tu te rates. derrière. Ouais. Par contre, là où tu gagnes, c'est dans des passages techniques, des bosses, des sauts ou des virages. Et c'est là, en fait, où tu fais la diff. Ouais. Et globalement, ça, aujourd'hui, on ne sait pas le caractériser. Alors, il y a du chemin encore à faire en BMX, c'est-à-dire que de là à passer déjà sur une utilisation quasi quotidienne d'un capteur, voilà, pour eux, c'est probablement un peu nouveau d'un point de vue culturel, de stocker toutes les données, voilà. Il y a la plateforme. Là, on n'est pas plug and play. Je vous ai montré un truc, on a la carte SD, donc il y a un peu de contraintes en plus. Et après, une fois que tu as accepté de ça, d'aller sur une deuxième étape, de dire, je le mets en compète. Ouais. Parce que oui, après, sur le poids, si. Ça, aujourd'hui, pas énormément. Quelqu'un comme Joris Daudet, il le ressent, ça. Il dit, je sens un truc. Alors, c'est que 100 grammes, mais il le ressent. Il sort des équipes. Parce que... Voilà, ça les titille un petit peu. Oui, puis il n'est pas encore convaincu à 100%. Donc, voilà, il faut. Et puis, surtout, ils n'ont pas eu besoin de ça pour gagner. Ils ont déjà gagné des courses, ils ont déjà été champions du monde, etc. C'est pas de leur mettre des données qui va les faire gagner. Tu rejoins ce que Robin Plum a dit dans le précédent podcast, les ceintures cardio-natation. Il dit déjà pour leur faire mettre, c'est compliqué, mais si en plus de ça, à la fin, tu leur dis que les données elles sont pas forcément exploitables parce que dans l'eau, ça influence, il dit mais en fait, ils ont 3/4 va te dire mais moi ta ceinture je ne mets pas. Alors par contre, non. Les données là, elles sont exploitables. Ouais. Donc là en fait, il dit c'est l'acceptation en fait de leur faire comprendre que c'est nouveau. T'as ce côté non, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, c'est des athlètes, ils n'ont pas eu besoin des données sur le terrain pour gagner. Qu'est-ce que tu vas leur apporter de plus? Donc, c'est pas sûr que, tu vois, c'est perturbant de mettre des données. Il faut rajouter une personne dans le staff qui vienne traiter ces données. Voilà, et c'est des contraintes faut penser à le charger, il faut penser à vérifier que tu as la carte, à l'enlever, à transmettre, à analyser, etc. Il y a beaucoup de contraintes en fait. Donc moi, je suis à l'aise avec ça. Nous, on n'impose rien. On dit juste que ça peut être utile. On peut le faire soit en mode test et on dépêche l'équipe qui vient. Voilà, vous avez 3 scientifiques qui vont venir pendant 2-3 jours avec vous. C'est ce qu'on a fait à chaque fois, que ce soit à Sarion avec Sylvain André, que ce soit à Bordeaux avec Joris Daudet ou que ce soit à Saint-Quentin-en-Yvelines avec Arthur et Axel. C'est-à-dire que les équipes scientifiques qui viennent sur place viennent passer 2, 3, 4 jours, etc. avec ces athlètes-là.
pour qu'en fait, on amène de l'échange avec l'entraîneur. Et ce que je disais, on n'a rien révolutionné, on a validé ce que empiriquement ils avaient déjà choisi, notamment sur les choix de braquet. Ok. Mais globalement, ce que je pense, enfin, j'aurais l'ambition de dire, on peut aller plus loin sur les aspects techniques et accompagner en fait des pilotes sur leur évolution technique qui peut permettre de mettre des métriques, de mettre juste en fait à une échelle de 0 à 10 ou un index, tu l'appelles comme tu veux, etc. Quand tu es entre 9 et 10, tu es à un niveau très très performant. Quand entre 7 et 8, tu as un niveau performant, mais ça peut être mieux. Et oui, du coup, on rejoint Et la puis partie- quand tu es en dessous de 5, ça veut dire que tu es un peu, pour du très haut niveau, c'est pas trop acceptable. Et donc après, trouver les solutions. Mais, et ça, en fait, tu sors ta compète, tu dis, bah, aujourd'hui, mon gars, bon, tu as peut-être gagné parce qu'il y avait ce qu'il fallait dans les cuisses, mais techniquement, là, tu étais à 6. Et donc ça, il faut pas oublier d'aller retravailler, etc. Et puis même sur les parties identification des potentiels, en fait, sur les parties techniques, sur les disciplines techniques, aujourd'hui, il est bon, on dit toujours, il est bon techniquement ou pas bon, mais là, tu peux chiffrer. Lui, Tu peux amener un chiffre. Amener Après, un chiffre pour, dans cette discipline-là, les entraîneurs, ils ont des yeux Ils ont qui sont le- très très c'est- très fins. quand tu discutes Et avec lui, ils savent voir des choses. Alors toi, tu veux pouvoir mettre une donnée dessus. Et aujourd'hui, tu vois, on est avec des générations Z, ils aiment mettre des données en fait. Ah non, c'est On est clair. un petit peu là-dedans. Mais c'est clair. globalement, faut pas croire qu'on va amener plus d'expertise en mettant de la donnée. Hein. C'est une expertise différente. Ouais, c'est important. Mais Un chiffre. ça peut t'aider à identifier les gaps et dire, bon voilà, il y a 20% à gagner, ces 20%, qu'est-ce qu'ils font gagner en seconde à l'arrivée? Ça, tu vois, on pourrait savoir faire. Non, c'est l'apport de chiffres. Alors, en tout cas, c'est le job d'une cellule que j'anime, que je coordonne aujourd'hui, c'est son job. Il n'y a qu'un peu distinct des entraîneurs. C'est peut-être là où, d'ailleurs, on peut avoir tendance à se distinguer de ce qui se fait chez les pros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez les pros, un entraîneur, c'est lui qui traite la donnée, c'est lui qui analyse, etc. Avec beaucoup de gens qui sont à distance. Et nous, notre job, il est assez différent. C'est-à-dire que l'entraîneur, c'est déjà un spécialiste plutôt de la pédagogie. Donc lui, en fait, il va être garant de tout le système qu'il y a autour de l'athlète, du climat motivationnel, de sa capacité à s'entraîner, etc., des choix stratégiques, tactiques, et peut-être de l'entraînement. Ouais. Et nous, notre job, c'est de faire en sorte que lui, il passe pas son temps à aller décortiquer des données, à s'assurer que le capteur il est bien, il est bon, que c'est bien les bonnes données, que ça a bien été calibré, le temps que je peux analyser. Tout ça, ça demande énormément de temps, ça demande de l'expertise, etc. Donc nous, en fait, cette expertise, on l'a développée, on l'assure quand on peut l'assurer, quand on en a les moyens, et on vient en fait fournir T'apportes ce que tu peux les faire. ressources aux entraîneurs. Là, ça change pas la journée, le quotidien d'entraîneur, parce que derrière, toi, tu lui apportes la solution, que ce soit humaine ou le matos, etc. Et ouais, lui, derrière, tu lui apportes les analyses, les comptes rendus tout fait. Par exemple, que toi, tu prends une source de données, une table de données, que ce soit une courbe, tout ce que tu veux, etc., et que tu vas par exemple aller découper une courbe, etc. Bah, lui, pendant ce temps-là, il est en train de discuter avec l'athlète et de s'entretenir avec lui. Tu lui Donc, apportes. déjà, en fait, tu gagnes en temps, en efficacité. Voilà. Et donc ça, si tu veux, je pense que pour moi, notre job, il est vraiment là, en fait. C'est le corps de notre job, c'est la donnée. Et on fait parler ces données pour que l'entraîneur, il s'en serve ou pas, il a le droit de pas s'en servir. Moi, je suis plutôt à l'aise avec ça. L'entraîneur qui estime que la donnée, elle n'est pas utile dans ce cas-là, elle est perturbante, elle lui apporte rien de plus, il y a pas de problème. C'est lui qui choisit, en fait. Parce que lui, c'est clairement celui qui a la vue la plus éclatée de la performance, le plus 360 degrés. Et c'est lui qui va estimer à quel moment tu choisis de mettre le curseur plutôt sur un axe que sur un autre. Et donc, par moment, les données ne sont pas un curseur. Parce que il y a plus à travailler sur la cohésion d'équipe, sur la motivation. Oui, en fonction de la priorité du moment, il peut mettre l'accent sur... C'est son boulot de prendre des choix. Ouais, c'est ça. Et donc, nous, la donnée, elle est là, on analyse. L'entraîneur, il est là, il prend pas, en fait. Et après, tu as aussi les problématiques où l'entraîneur vient te solliciter parce qu'il veut approfondir sur un... Et il fait appel à la cellule pour dire, voilà, moi, j'aurais bien approfondir ça parce que j'ai l'intuition que exactement. Cette chose-là, je voudrais la mesurer pour... C'est l'exemple du choix de braquet.
l'exemple du choix de braquet, l'entraîneur dit est-ce qu'on prend le bon braquet? Bon, on peut t'aider, on peut le mesurer en fait. On Et peut le t'apportes des mesurer. solutions pour Et qu'au final- on apporte la solution à l'entraîneur. Bon, voilà ce qu'on mesure. Là, il se passe ça. Là, il se passe ça. La solution qui permet d'aller le plus vite, c'est probablement celle-là. À partir du moment où on a regardé telle variable, etc. Ok, ouais. Donc oui, c'est du travail, pas main dans la main, mais c'est la relation C'est du entraîneur travail et staff. d'accompagnement scientifique. Accompagnement. Un Pokémon pour rechercher la perf, et la perf qui est différente, Ouais. qui se mesure et quantifie différemment en fonction de chaque discipline. Exactement. Avec des critères, donc t'as pas le choix d'être. Ça reste du vélo. Bah, différemment, Mais finalement, quand même, quand tu prends ces données-là, tu te dis dans toutes les disciplines, elles sont utiles. Dans toutes les disciplines, Ouais. ces données, elles sont assez centrales. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs que la cellule, nous, elle n'est pas spécifique à une discipline. Oui, elle est transverse. En Même fait, si tu as des particularités. Les 10 axes de développement que je vous ai annoncés, il n'y en a pas un qui est spécifique à une Ouais, discipline. Ils sont tous transversaux en fait. Par contre, tu as des spécificités. Quand je vais te parler d'aéro, bah, évidemment, c'est pas la même chose sur la piste où tu vas rouler de 60 à 80 km/h que sur la route où tu vas rouler finalement, par exemple sur le chrono, tu vas rouler de 40 à 60, donc tu es juste en dessous. Ouais. D'accord. Et sur le VTT, tu vas passer la majeure partie de ton temps entre 15 et 25 km/h. Ouais, non, mais oui, c'est. Il y a de l'aéro à 25 km/h, il y a de l'aéro à 15, il n'y a pas de souci. Mais globalement, c'est La tu vois, prédominance est différente. la prédominance est différente, donc l'impact sur la perf est différent. Mais comme les vitesses sont différentes, tu vois, tout à l'heure j'ai parlé des états de surface, la rugosité, bah forcément il n'est pas le même. Ah oui, bah oui. Non, mais c'est. Donc tu as des contextes, voilà. Ah, Mais ça, globalement, c'est hyper intéressant au quotidien. ouais, et puis les choses sont transversales. Ça veut dire que tout à l'heure, on passe du temps avec Iris. Iris, elle est sport scientist, elle passe 80% de son temps avec les équipes sur piste. Mais ce qui est fait là ici est duplicable. Son job, il est duplicable dans n'importe quelle autre discipline. La seule petite, on va dire petite, elle n'est pas petite, elle est grande. La seule grande nuance avec le BMX freestyle, puisque là, en fait, on est sur quelque chose de noté. Mais il n'empêche que tu as une discipline qui dure 2 minutes, enfin pas 1 minute 32 minutes, je suis pas assez expert. Et en fait, tu vois que quand ils finissent leur run et qu'ils vont devoir en reprendre un peu de temps après, énergétiquement, Oui, il y a la partie physio qui. D'être capable de c'est enchaîner super, les arrêts. super dur. Tenir Donc, aussi 1 minute 30, c'est quand même intense. on n'a jamais mesuré une lactatémie d'un freestyler, etc. Enfin, tu vois, Oui, c'est non, mais une ça discipline pourrait qui est très récente, c'est une culture qui est aussi un petit peu différente. Mais globalement, aller passer du temps à un moment avec eux en début d'Olympiade, caractériser l'activité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand tu fais un run? C'est non, quoi mais les c'est forces que tu Quand appliques t'enchaînes sur plusieurs runs, ton vélo, sur tes pédales, pour créer des impulsions, pour amortir? Il doit y avoir des amortis de dingue. Ouais, c'est clair. Et donc derrière, dans quel état physique tu finis ton run? Dans quel état tu le recommences après? Est-ce qu'ils Donc, font des, qu'est-ce est-ce que- qu'ils font, et est-ce qu'ils ça font veut des dire- récupérations entre chaque ou est-ce qu'ils s'associent Exactement. sur une chaise? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas mettre en place en termes de récupération, en termes de nutrition, avec la capacité à tamponner l'acide lactique, en termes de prépa physique, que ce soit à la fois pour ce côté énergétique, mais également des trucs tout bêtes. Même l'endurance. Générer des sauts et des impulsions, en fait, ça, musculairement, tu dois avoir en fait des évolutions de force qui sont hyper brutales et hyper intenses. C'est pas impossible que les mecs ils prennent peut-être, je sais pas, 6, 7, 8, 9 G. Je ne Oui, sais non, pas oui, en fait de aujourd'hui. quantifier ça, ouais, ça. Et donc pour éviter de te blesser, bah, ça veut dire que Faut dans être ta prépa préparé. physique, probablement qu'il faille être capable d'encaisser en fait des charges excentriques, des choses comme Puis ça. être capable de mesurer la durabilité qui est un terme à la mode, mais au final, est-ce qu'en début de run et en fin de run, il a la même capacité Exactement. à recevoir les sauts? Exactement. Est-ce qu'il fait les mêmes sauts en termes de qualité? On va dire, bah tiens, Et puis ça commence à au deuxième évoluer run, dans au une bout- saison. au deuxième run, on remarque qu'au deuxième run, il est toujours moins bon, il fait des moins bons sauts, bah ouais, mais il a la récupération, il a la capacité d'encaisser les efforts. Ouais. Tout ça en amont, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour Exactement. anticiper, préparer ce deuxième run, parce qu'au final, on se rend compte que c'est un point faible. Ouais. Ouais, Peut-être. c'est- Mais ça, on ne c'est- sait pas Ah, ouais, aujourd'hui. c'est en fonction Parce des que c'est une athlètes, discipline etc. sur laquelle nous, on n'a pas encore caractérisé. Il n'y a rien dans la littérature. Et voilà, elle est un peu trop récente et avec une culture qui est clairement distincte des autres disciplines. Hein. Donc voilà, on ira probablement Non, mais c'est. à un moment donné, hein, probablement dans cette Olympiade. Parce que là, on a bien balayé tout ce que tu fais, en sachant que oui, tu as plein de choses qui font que bah, c'est tout pour la perf. Au final, Alors ouais, c'est tout pour la perf.
et particulièrement sur cette dernière Olympiade qui a été ciblée autour des JO, Parce que les JO étaient à parce que les Paris. JO étaient à Paris, donc les c'est un objectifs enjeu important. nationaux. Et donc notre travail il a été presque exclusivement tourné vers les athlètes olympiques. Ok, ouais. Donc voilà, mais ça n'a rien changé en termes de contenu. Ce qui a changé, c'est l'objectif et la destination. Oui, c'était de tout ce que vous avez essayé de mettre en place soit opérationnel pour avant les JO, que ça soit fonctionnel pour les JO. C'était ça la deadline, c'était de sortir, d'aider, d'améliorer la perf de l'ensemble des disciplines afin d'avoir les plus belles médailles possibles aux JO. C'est ça. C'est vrai. Donc, du coup, ouais, bosser au quotidien, travailler au quotidien, de rechercher pour que. Bah ouais, travailler au quotidien. Et puis ça veut aussi dire que on est en 2017 quand on sait qu'on a les Jeux. Donc d'entrée, bah ça stimule beaucoup de monde. C'est-à-dire qu'il y a des institutions, des acteurs qui étaient pas forcément concernés par ce monde-là, qui se sont éveillés, qui nous ont sollicités. Donc tu dis bon bah ouais, là probablement qu'on va pouvoir aller plus vite, on va pouvoir faire un peu plus que ce qu'on faisait habituellement, et donc on va pouvoir jouer sur un petit peu plus de levier de la performance. Forcément en interne, que ce soit les athlètes, les staffs, peut-être encore plus les staffs, les JO à la maison, surmotivés. C'est extraordinaire de recevoir les jeux à la maison. Tu veux. Et moi pareil, moi c'est un, enfin, quand ils annoncent le truc. Tu vois d'ailleurs, on sort des jeux, on sort des mondiaux 2021. Donc c'est la fin de l'Olympiade à Louvain. Et moi en fait j'ai deux casquettes à ce moment-là. Je suis manager de la route. On a Julien Lafilippe qui vient de faire 2 fois le titre de champion, qui fait le doublé. Et je suis manager du secteur recherche et perf à la Fédé. Et tu vois bien qu'en fait les deux, ça m'a posé problème. Déjà en termes de gestion de mon temps à moi, même si je pense être quelqu'un qui a de la capacité à encaisser, voilà, mais tu sens qu'il va falloir mettre un coup d'accélérateur sur la partie R&D, et que la route c'est pareil, ça va, voilà, ça va nécessiter aussi quand même un peu de temps. Et donc je dois faire un choix. Mais donc, le choix il est cornélien. Ouais, tu sors de 2 types parce que les émotions qu'on a vécues sur la route, avec des sélectionneurs extraordinaires, des collègues extraordinaires, des athlètes extraordinaires, bah, et en plus des athlètes qui sont en devenir, qui ont vraiment du talent. Et de l'autre côté, les enjeux Et de l'autre côté, ces enjeux. Et là, je me dis, mais en fait, ces enjeux-là de R&D, ça va être unique, ça n'existera qu'une fois. On ne le revivra pas. Tu n'auras pas autant d'engouement pour les autres Olympiades. Exactement. Et donc, je fais ce choix-là, j'y vais à 100%, mais je ne regrette pas en fait. Pour moi, ça a été une aventure extraordinaire. J'ai rencontré des scientifiques qui se sont investis, mais avec la même passion que les entraîneurs, juste pour faire de la perf. Juste pour faire de la perf. Et des scientifiques qui au départ n'étaient peut-être même pas du tout dans le monde du cyclisme. Exactement. Donc ça a été de leur expliquer la perf et tout, les impliquer. Après, ça doit être un boulot énorme de fédérer tout ça autour de la perf, de leur faire comprendre l'intérêt. Et même eux, du coup, ils t'apportent un regard complètement extérieur parce qu'ils sont pas du tout dans ce monde-là. Ils arrivent, voilà, c'est ça, on va bosser ça, on va chercher ça, leur expliquer, comprendre, ou t'as peut-être des a priori, mais ouais, ça doit être. Ouais, enfin, c'est presque facile. Il y avait l'enjeu des jeux. Donc il y a eu du monde de motivé. L'autre point, on a eu des programmes prioritaires de recherche. Donc de la finance, etc. Donc il y avait des dispositifs financiers qui, dans le sport de haut niveau, n'existaient pas avant. Bon, il existait des dispositifs, mais pas de cette hauteur-là. Et donc, moi, j'étais partisan de dire, on ne peut pas en fait avoir des ambitions élevées sur la performance et ne pas avoir des axes de R&D sur lesquels on va bosser. C'est pas possible. Donc moi déjà, si tu veux, depuis que je suis à Fédé, je souhaite aller là-dedans. Ouais, donc là, au final, mon job est forcément associé à la R&D. Donc là, pour moi, l'opportunité, elle est extraordinaire. Et donc, il y a une convergence, en fait, des intentions de tout le monde. Et donc, on s'est trouvé assez facilement avec les scientifiques là-dessus. Donc, si tu veux, en termes, j'ai pas trouvé ça comme une tâche très ardue, en fait. Non, c'était pas l'aboutissement, mais c'était. Et le cap, il tout est pas compliqué, quoi.
Enfin, tu vois, c'est donc. Ça va être un peu plus dur sur l'après, du coup. Il y a moins de financement, etc. Bah là, pour l'instant, il n'y a pas de financement. C'est Donc, continuer le travail de recherche, mais du coup, avec là, des... c'est budgets un petit restreints. peu plus dur. Alors, a priori, on a des échos comme quoi ça va poursuivre. Le problème, c'est qu'il y a eu de l'instabilité politique également dans Oui, la loi le finance gouvernement qui passe, français. qui passe Donc, pas. voilà, ça peut peut-être prendre un peu plus de temps. On aimerait que ça puisse repartir là maintenant, en fait, Oui, parce qu'au final, parce que là, les projets, il va falloir les écrire là, sans trop tarder Puis le- dans les mois qui viennent. les prochains JO sont déjà dans 3 ans et demi. Ouais, après. Est-ce que tu repars pour 3 ans? Est-ce que c'est pour l'Olympiade dans 7 ans et demi? J'ai un avis quand même sur le sujet. Tu sais, tout à l'heure, on a parlé de 2017. Ouais. On a commencé à scanner des athlètes, à faire de la simulation numérique, etc. Euh, on est 8 ans après, en fait. Ouais, non, mais... Et tu vois, 8 ans sur de la R&D et sur ta capacité à bien intégrer les fruits de ta R&D. Non, je suis... 8 ans, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Il y a quelques années, il y a 3 ans, je crois, il y a un chercheur américain, spécialiste de l'entraînement à altitude, qui explique tout ce qu'ils ont fait aux USA, notamment à Colorado Springs, etc., etc. Et en fait, ils ont démarré ça, donc, comme beaucoup de monde, après les Jeux de Mexico, mais en vue des Jeux d'Atlanta. Et quand il nous présente ça, il y a 3-4 ans, il nous dit, bah, on commence seulement à être des experts du sujet. Et à avoir bien intégré, aux USA je te parle, Avec des moyens à bien intégrer ça en fait dans le milieu sportif, etc. pour maîtriser tous les paramètres de la perf. Il faut plus de 20 ans. Il Ouais, faut c'est- plus de 20 ans. C'est même pas maîtriser tous les paramètres, c'est C'est pas le souci maîtriser, de la ouais. maîtrise. C'est l'application pratique. Les gens, ils intègrent en fait ce que tu as fait. Ils intègrent cette maîtrise-là. Et ça, en fait, c'est jamais simple. T'as beau avoir augmenté ton corpus de connaissances. T'as beau avoir en fait des athlètes qui progressent, mais la capacité que tu as à faire Ouais. converger tout ça et à l'utiliser à bon escient, mais il faut beaucoup Ouais, de temps. puis Il tes faut être athlètes- très humble par rapport à ça. Tes athlètes changent en plus, donc ce que tu as mis en place avec Les l'un, athlètes, tes le staffs, staff va changer, les conditions. Tes Jeux Olympiques sont à Paris, Los Angeles, Tokyo, les conditions météo étaient toutes différentes, etc. Le décalage horaire, en fait, tu as tellement de paramètres. mais je vais te donner un exemple très simple. En 2015, je ne sais plus si c'est avant les mondiaux ou après, peut-être que c'est avant, mais peu importe. Voilà, c'est le moment où on a vraiment enclenché la partie aéro, en soufflerie, etc. Et je travaille avec Benjamin Thomas, puis on se donne un petit peu en fin de séance, on se donne un petit peu d'air, tu vois, on regarde 2-3 trucs. Et puis je trouve quelque chose d'intéressant en inclinant en fait son guidon, en mettant de l'angle comme ça. Vraiment intéressant. On recommence. Je dis, putain, ça vaudrait le coup, ça, c'est intéressant. Et j'en parle en fait aux entraîneurs après. Et là, ouais, mais si t'inclines, tu peux plus voir devant, non, faut pas faire. Et j'insiste, je leur dis, mais je dis pas de le faire là tout de suite, mais un jour, sur Prenez le temps l'entraînement, d'essayer. essayez-le, quoi. Parce que je pense que vous allez être surpris. Et finalement, il a fallu attendre, probablement, que tu vois 3-4 ans après, des positions plus inclinées Ouais. pour qu'ils se disent, ah ouais, mais il nous l'avait dit il y a 3-4 Ouais, ans, il c'est- fallait incliner. Et tu c'est vois, vrai. il faut pas se battre contre ça. Et que cette c'est- inertie-là, elle est incontournable pour que les gens ils intègrent réellement ce que tu leur dis. Et La culture, en France, en plus, on a ce côté-là faut que je le prouve plusieurs fois pour le mettre en place, sinon tu vas dire quelque chose, on va toujours te dire, t'es sûr de ce que tu me dis? ouais, De ou ce même, côté-là, il y a des pays qui iraient un peu plus et vite. puis il y a le comportement de la personne en fait qui est l'athlète. Ouais, non, mais... Enfin, comment dire, Fosbury, c'est lui qui a décidé de De sauter, sauter, comme ouais. il a sauté. C'est pas son entraîneur qui a dit Ouais, non, c'est c'est pas clair. comme ça. Non, c'est c'est pas. clair. Et donc, tu crois qu'Aubry, c'est les entraîneurs nationaux qui lui ont dit il faut te mettre comme ça en position de neuf. Ouais. C'est lui qui Ouais. s'est inspiré de ça. Donc, à un moment, toi, tu apportes des ressources, des données, etc. Et ça, c'est notre rôle. Et après, à un moment, tu en as une hyper inspiré qui dit et je vais faire ça. Et tu vois, Oui, non, c'est... et donc, quand tu as des rencontres comme ça, c'est assez extraordinaire. Mais en fait, il faut être très humble et accepter que les choses, elles prennent du temps prennent pour du être temps bien d'être intégrées. convaincu. Et... Voilà. Non, c'est... Et donc, pour te dire, c'est juste pour te répondre, je pense que dans les prochains programmes de R&D qui pourraient se mettre en place, une vision en fait 2032,
sera à mon avis très cohérente et je pense que ce sera une juste ambition. Ouais. Ça fait une belle conclusion du coup, de prendre le temps Ouais. pour valider les choses. Et pas tout le temps s'emballer, surtout quand on va à l'entraînement, les héros, etc. C'est pas parce qu'il y a le côté marketing qui est très fort là-dessus Ouais, aussi. Faut quand même faire très attention effectivement au discours marketing. Il y a beaucoup de bullshit marketing sur ces questions-là. Et tu Et le m'enlèveras. cycliste est friand en plus. Et puis voilà, et globalement, on a un sport techno, donc forcément on est très friand de C'est un ça. sport en pleine évolution aussi. Les marques, elles jouent à fond dessus, elles font dire à leurs athlètes qu'elles payent 10 à ça, etc. Non, c'est- Donc derrière, forcément, ça fait vendre. Et nous on le retrouve sur les questions qu'on reçoit ou les questions. Mais le sujet numéro 1, ça reste quand même de s'entraîner. Progressivité, et, régularité, on voilà. n'a rien sans entraînement. C'est pas parce qu'on a le vélo le plus aéro que si tu t'entraînes pas derrière. Ouais, puis nous, on a vu des cas de figure, en fait, où à un moment, tu peux avoir tout fait sur le matériel. Si à un moment, physiquement, l'athlète, il est en deçà pour X raisons, l'entraînement pas cohérent, Non, mais oui, c'est. blessure, maladie, etc. Mais en fait, la différence, elle se fait là quand même. Même sur les piliers, quand t'as beau tout mettre en place, etc. Si l'athlète mange mal, pardon, mauvais sommeil, mauvaise hygiène de vie, t'as beau mettre tout ce que tu veux en place, ça se paye au bout d'un moment de le fait que il a beau être bien au top toutes les tenues possibles, si derrière les piliers de l'entraînement, En fait, on reste sur la performance, ça elle reste un reste physique. donc oui, non, c'est. Même en freestyle, la performance, elle est physique. Non, c'est. Et donc, si ton physique, il est pas à la hauteur, T'as beau mettre tout ce que tu veux peux en faire place tout le derrière, reste, ça remplacera. Il n'y a ça rien reste qui remplacera sur le la physique. pyramide de la perf, la grosse base, c'est d'avoir des. Et donc, ça veut dire que ton entraînement, ça reste. Et probablement d'ailleurs que nous, dans ces prochains programmes de R&D, on passe plus de sujets sur l'entraînement. Mhm. Parce que de toute façon, aujourd'hui, déjà scientifiquement, te dire que tel entraînement est plus efficace qu'un tel, on n'en sait rien. Personne ne le sait. Ceux qui disent ça, en fait, c'est des charlatans. La deuxième chose, c'est que les charges d'entraînement, en fait, elles progressent. Ouais, Elle progresse. mais même pour la quantifier, la charge. Et après, arriver à la quantifier, C'est. déjà dans les disciplines d'endurance, c'est déjà plus facile que dans les disciplines de sprint. Il y a tellement de variables mais, aussi, il y a encore du boulot. Mais là aussi, il faut être très très humble. Et donc, pour le coup, tu te dis que ça peut être un pan très important de futurs programmes. Pour arriver en plus, là, tu vas accompagner les entraîneurs sur le sujet. C'est sûr, sur la globalement, partie charge, il y a du boulot. Faire monter tout le monde en compétence sur ces sujets et qu'on arrive à vraiment, avant de l'optimiser, de l'augmenter en fait cette charge. Parce que de toute façon, c'est en forgeant qu'on deviendra forgeron. Mais non, mais c'est sûr. Donc, plus tu forgeras, plus tu seras un expert dans la comment forge. mieux mesurer la charge, il y a des questions, c'est des trucs. Et donc, comment tu augmentes la charge davantage pour qu'elle ait plus d'impact sur toi, que tu ne te blesses pas, que tu. Quelles sont les limites pour chaque athlète? Est-ce que cet athlète-là a besoin de 5-6 jours de basse intensité alors que lui, il en faut 12? Avec tous les objets connectés qui arrivent, bracelet loop, les bagues, etc., ça apporte des. Mais qu'est-ce que tu combines? De toute façon, c'est. La charge, ça me passionne et au final, il n'y a pas une métrique qui te dit la vérité, mais est-ce qu'il faut faire des ratios? Il y a du boulot, je pense, sur cette partie-là, c'est vrai. Avec la physio qui arrive, la lactatémie qui se démocratise de plus en plus au quotidien des athlètes. Là, il parle du capteur de lactatémie qui mesurerait en continu. Ouais, bon. Mais voilà, ça va continuer à évoluer. Là, tu vois, c'est pareil, nous, on a encore du boulot. Parce mais... que les produits technologiques miracles là, qui te donnent. Non, mais c'est. Tu connais Georges Chanto-Romero, avec qui j'avais commencé. Enfin, c'est notre plus vieux collaborateur scientifique, on va dire, dans le temps, pas le plus vieux en termes d'âge. Et parce que lui, en fait, sa spécialité, donc c'était un des co-encadrants d'Anthony Bouillon, notre premier doctorant. Et Georges, sa spécialité, en fait, c'est l'électronique embarquée. Et on était sollicité au tout début, moi je suis arrivé à la Fédé, donc Georges était là, sur des textiles intelligents. Et c'est merveilleux et tout. Les gens, ils nous vendaient des trucs extraordinaires. Et quand on leur dit, on va tester ça avec un chercheur du LAS CNRS pour s'assurer, en fait, que la donnée... Ce qui mesure. Et là, en fait, fermeture des volets, on n'a plus de son, plus d'image. Et ça, c'est il y a 10 ans. Et c'est toujours un petit peu le cas, en fait, quand il y a des gens qui vendent. Donc, tu vois, sur la techno, aujourd'hui, tout le monde va aller vite. Il y a beaucoup de startups. La tech française, elle est très développée. Et donc, tu as des gens qui te vendent. Mais ça peut être très intéressant pour, on va dire,
sport loisir, du sport santé, etc. Oui, mais sur de la perf, Et en c'est fait, de ce que tu mesures. Dans la haute performance, le niveau de précision qu'on va chercher, Et fiabilité. parce qu'en fait, l'écart entre les 10 premiers il est très faible. Donc, toi, tu cherches des petits gains, Ouais, en fait, non, c'est des clair. petites choses. Et donc, faut être vigilant quand même sur ce qu'on peut mesurer avec des nouvelles technologies. En tout cas, un de nos jobs, c'est aussi de s'assurer que la techno, elle est valide, qu'elle est fiable et qu'on peut l'utiliser. Et même les articles scientifiques, au final, Et- certaines publications vont tendre en Ouais. fonction des stats que l'outil est miracle ou ce que Exactement. l'outil mesure. Et au final, tu t'en rends compte que l'utilisation n'est pas si miracle que ça. Exactement. Et les articles Ouais. scientifiques vont être. On va utiliser des méthodes de statistiques pour orienter les résultats. Il n'y a pas d'écart, tout est OK. Ouais, Toujours prendre des pincettes avec ce genre de conclusion. c'est ça. Au moment de la fin, qu'est-ce que tu. Eh ben, merci pour ce délicieux moment. Je ne sais pas combien de temps le podcast a duré, mais il va être pas mal à écouter, je pense. Ça va apporter de l'info. Si les gens veulent te contacter, je pense que le plus simple, c'est peut-être ton LinkedIn ou sur ton Twitter. Ouais, X. vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou sur Ouais. sur X. Ouais, Sur voilà. X, c'est le plus simple pour Je retrouver. suis, de temps en temps quand même. T'es dessus. actif. Je suis un petit peu actif, on va dire. Bah, du coup, merci Manu d'avoir Merci, pris ton Maxime. temps j'allais te dire de nous recevoir, mais on est pas loin du Vélodrome, mais on est juste à côté. Voilà. D'avoir ramené du matériel pour présenter tout ça et de nous avoir reçus cet après-midi au Vélodrome pour qu'Adrien puisse faire quelques vidéos. Parfait. Merci. Merci.